pour les entreprises, depuis 2011, ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale des entreprises a été redéfinie au niveau de l'Union européenne, mais dans le prolongement de déclarations à l'ONU autour des enjeux de protection des droits humains par les entreprises et les États. Et là, au niveau de l'Union européenne, depuis 2011, on caractérise la responsabilité sociale des entreprises pas seulement comme ce que les entreprises font au-delà de ce qui est prévu par la loi, ce qui était quand même la manière habituelle de dire, ben oui, l'entreprise doit respecter la loi, et puis ensuite, elle peut faire des choses pour les communautés locales, répondre à des demandes. Là, c'est plutôt sous l'angle de la philanthropie. Et alors, depuis 2011, la nouvelle définition de la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est dire, c'est une maîtrise par une entreprise de ses impacts, et en fait, du coup, de ses impacts au long des chaînes de production et de valeur. Alors, je vais y revenir. Mais ça veut dire que c'est vraiment un changement de paradigme, de manière de concevoir l'entreprise dans ses responsabilités, en essayant de faire en sorte, finalement, qu'on intègre les questions de responsabilité sociale et environnementale dans la stratégie de l'entreprise, liée à son cœur de métier et à la maîtrise qu'elle doit avoir de ses impacts de différentes natures sur un certain nombre de parties prenantes, à court terme et à long terme. Et ça, voilà, je crois que ce que dit le pape, il ne dit pas que ça ne sert à rien la RSE voilà, des entreprises, mais c'est dire qu'il faut la réorienter, en faire quelque chose qui soit sérieux et pas simplement un outil de communication. Voilà, alors du coup, évidemment, ça met en lien avec le deuxième point, là, toujours dans les choix critiques, là, sur les inégalités énormes dans les chaînes de valeur. C'est que une des grosses tensions pour les entreprises, et notamment pour les multinationales, c'est évidemment le fait elles ont des déclarations d'intention et qui valent essentiellement pour les salariés directs de l'entreprise. Le problème, le plus souvent, il ne se pose pas tant pour les salariés de ces entreprises, quoique là, on pourrait voir des problèmes sous l'angle peut-être du burn-out et de l'excès de travail pour certains. Voilà, et le fait que certains sont aussi mis au rencard et laissés de côté. Mais disons, pour les plus pauvres, les problèmes ne se posent pas tant pour les salariés de ces entreprises qui souvent sont plutôt mieux lotis et qui ont un certain nombre d'avantages sociaux, mais c'est vraiment pour les sous-traitants et les chaînes de sous-traitance. Alors, bon, là, je fais un petit aparté parce qu'on se rappelle là aussi le drame du Rana Plaza il y a 3 ans, enfin même 4, ça va être il y a 4 ans, là en 2013 au Bangladesh, qui est un peu... Alors, c'est pas qu'on ne savait pas qu'il y avait des problèmes dans les chaînes de sous-traitance, mais enfin là, 1200 personnes sont décédées d'un coup dans des ateliers qui fabriquent les vêtements qu'on achète. Je pense beaucoup d'entre nous dans des chaînes, voilà, dans des grands magasins. Et donc, ça fait réfléchir à ces chaînes de sous-traitance où c'est une entreprise donneuse d'ordre en France qui commande des vêtements, je ne sais pas, CA, Benetton, Gap et autres, là, vont dire, ben voilà, on veut avoir un tant de vêtements voilà, dans nos magasins, et puis elle commande ça à un sous-traitant qui lui-même sous-traite à d'autres, et on a des chaînes jusqu'à rang 7, 8 ou 9, 10, voilà, dans lesquelles il y a une déperdition des responsabilités. Et alors, ce qui avait fait calculer par le collectif Éthique sur l'étiquette, les marges que se prenaient successivement les intermédiaires. Et pour un chemisier acheté 29 € dans nos magasins, 18 centimes d'euros vont à la couturière du Bangladesh. Ce qui dit quelque chose de l'iniquité dans le partage de la richesse créée, parce qu'en plus c'est elle qui crée le vêtement, enfin qui confectionne le vêtement. Là, je disais l'aparté, c'est du point de vue, là, on peut dire qu'il y a quand même une avancée en France, et on espère que ça va ensuite avoir des effets à l'échelle internationale. C'est la volonté d'essayer de traduire dans le droit dur des États l'engagement de la communauté internationale, d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de ces drames. Et donc d'essayer d'harmoniser, enfin en tout cas d'élever les standards sociaux dans les pays, notamment du Sud, pour faire en sorte que les personnes puissent travailler dans des conditions dites décentes, et avoir à la fois des conditions de travail décentes et des conditions de vie voilà, pour elles et pour leur famille qui soient aussi reconnues comme, alors je prends l'adjectif utilisé par l'OIT, de travail décent. Et donc dans ce cadre-là, au niveau international, alors beaucoup sous la pression aussi des ONG de développement international et d'un certain nombre de parties prenantes soucieux pour des consommateurs aussi de savoir les produits qu'on achète, voilà, dans quelles conditions est-ce qu'ils sont fabriqués, essayer d'avoir un meilleur regard sur ce qui se passe. Eh bien, donc il y a eu une proposition de loi, enfin, qui était une proposition de loi jusqu'à la date récente de février, du 21 février 2017, où la loi sur ce qu'on appelle le devoir de vigilance des entreprises à l'international a été adoptée à l'Assemblée. Alors,
non sans mal, parce qu'il y a eu un lobbying quand même extrêmement puissant de la part des organisations patronales qui voyaient d'un mauvais œil le fait que la France adopte une loi qui, selon ces organisations, réduirait leur compétitivité, la compétitivité des entreprises vis-à-vis des entreprises multinationales d'autres pays n'étant pas soumis aux mêmes exigences. Ceci étant quand même relativement cynique parce que toutes ces entreprises ont des déclarations d'intention depuis des années pour dire qu'elles veulent respecter les droits humains, les principes de l'OIT, les principes directeurs de l'OCDE vis-à-vis des multinationales. Et quand on regarde cette loi sur le devoir de vigilance, c'est une obligation de moyens pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles doivent montrer qu'elles mettent en œuvre un plan de vigilance pour dire comment est-ce qu'elles vont essayer de s'efforcer de respecter les droits humains dans leur sphère d'influence, dans les chaînes de valeur. Donc c'est une loi qui est quand même assez minimaliste et qui ne peut pas empêcher des Rana Plaza bis, mais qui est, bon, je crois qu'il faut quand même saluer parce que c'est un énorme pas en avant pour que dans la communauté internationale, il y ait une reconnaissance par les États, et notamment les États du Nord, qui sont ceux qui sont quand même à la source de ces chaînes de valeur et de production très inégalitaires dans la manière dont la richesse est répartie. C'est une manière de dire, oui, il faut qu'on avance vers des modèles qui ne soient pas des modèles dans lesquels on laisse des personnes complètement de côté. Alors, ce qui m'amène au troisième point, qui est la question de la culture du déchet, que dénonce le pape, là aussi très fortement, alors pas simplement dans l'encyclique, mais dans de nombreuses interventions. Le pape parle de la culture du déchet, à la fois d'ailleurs au sens propre comme au sens figuré. Alors, au sens propre, et là, il a, dans plusieurs passages de l'encyclique, une dénonciation de nos pratiques, notamment des pays du Nord, qui ont tendance à exporter, alors là, les déchets, notamment les déchets toxiques, vers les pays du Sud, qui peuvent les récupérer moyennant finance, en se disant, et notamment parce que ça permet dans les États ou les élites de ces pays de s'empocher quelques sommes juteuses, voilà, alors que ça peut être aussi des désastres sanitaires pour des populations. Et là, je pense notamment, l'été dernier, on a fêté, célébré, je ne sais pas comment dire, le triste anniversaire du drame du Probo Koala, qui a déversé une cargaison de produits toxiques sur les côtes à côté d'Abidjan, et ce qui a entraîné la mort et des maladies de long terme de dizaines de milliers de personnes. Et ça, il y a des responsabilités en chaîne vis-à-vis depuis l'armateur qui a été à l'origine qui a accepté la cargaison, là encore, avec derrière pas mal de corruption, visiblement. Donc, la culture du déchet, c'est déjà une dénonciation du fait que certaines populations seraient supposées valoir moins que d'autres, puisqu'elles pourraient être celles qui acceptent de recueillir ces déchets, alors que dans d'autres pays, on estime que ce n'est pas possible de les conserver. Donc ça pose, après, ça pose la question des déchets que nous générons par nos activités et de la manière de les traiter et de protéger les sites qui abritent ces déchets et de manière à essayer de limiter au maximum toutes les nuisances qui vont avec. Alors là aussi, et le deuxième point, ce que dénonce alors très fortement le pape, c'est la culture du déchet au sens figuré, c'est-à-dire de considérer l'être humain comme un déchet, bien souvent. Alors je lis un passage qui est peut-être le plus violent de l'encyclique, c'est au numéro 123. Le pape écrit « C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est aussi la logique intérieure de celui qui dit « Laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. » Alors vous voyez... Là, dans le même paragraphe, le pape nous dit, au fond, c'est une même logique qui est à l'œuvre quand il s'agit de crimes avérés comme l'exploitation sexuelle des enfants ou le fait de laisser de côté les personnes âgées. C'est finalement la même logique mortifère qui est à l'œuvre quand on dit, de dire avec l'image que nous connaissons bien, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. En gros, il n'y a pas de projet économique sans des dégradations environnementales, voire sociales, et que c'est un peu ce que les économistes appellent les externalités négatives, serait le prix à payer, quelle que soit l'activité. Alors là, en plus, le pape parle des forces invisibles du marché, donc ça fait écho aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure de la main invisible, cette idée que voilà, il y aurait une main invisible qui finalement permettrait de concilier tous les intérêts et de tous. Et là, voilà, ce qui est dénoncé, c'est une forme de logique qui finalement laisse de côté et détruit les vies d'un grand nombre de personnes sur la planète aujourd'hui. Alors, le pape donne un certain nombre d'éléments pour essayer de favoriser
une autre culture que la culture du déchet. Et là, en donnant des critères et pour lutter et contre cette prolifération de déchets matériels engendrés par nos modèles, et puis aussi pour prendre soin des êtres humains et des êtres humains notamment au travail. Alors là, je pense que c'est aussi une bonne interrogation pour nous tous, parce que alors dans les programmes pour les présidentielles, on voit des choses sur la question du travail, sur la question du revenu universel ou pas. Alors je pense que ça serait un grand débat pour dire à la fois comment assurer des minima à tous, et en même temps, à mon sens, une bonne question à se poser, c'est reprendre les interpellations très fortes du pape François dans l'encyclique et dans de nombreux textes dans lesquels le pape nous dit le travail est un bien commun au sens de ce à quoi toute personne devrait pouvoir avoir accès. Et le pape qualifie en plus ce travail comme bien commun, comme un travail libre, créatif, participatif et solidaire. Bon, alors je pense que c'est tout un programme, et en tout cas c'est un horizon magnifique. Je pense la réalité, celle qui décrit lui-même, c'est évidemment le fait que de nombreuses formes de travail aujourd'hui sur la planète sont des formes qui ne permettent pas, des formes de liberté, de créativité, de participation des salariés aux décisions qui les concernent et de solidarité. Il n'empêche que le pape nous dit, c'est quand même ça, alors travail, activité, fait d'être utile dans la manière de prendre soin de notre demeure commune, ce qui est quand même le sens aussi du travail, et nous dire ne nous satisfaisons pas trop vite de minima qu'on accorderait à tout le monde, pour certains, pour se débarrasser du problème, en disant on peut développer le numérique et avoir des écarts de salaire énormes, c'est pas très grave tant qu'il y a des minima pour ceux qui sont justement les déchets. Donc voilà, je pense que se dire que ça nous invite à réfléchir profondément à nos modèles, à la place du numérique, au phénomène de mécanisation, d'automatisation, en se disant est-ce que c'est toujours une bonne chose ? Et puis, sans compter, mais peut-être je ne peux pas rentrer dans les détails, les problèmes aussi que pose du point de vue écologique le numérique, que c'est pas voilà, sans question, même sur la faisabilité d'une société basée sur le numérique. Je pense que ça pose en tout cas plein de questions sur la valorisation du travail humain. Alors évidemment, avec le souci d'améliorer les normes sociales, les conditions de différentes manières. Voilà, alors du coup, là, ce que j'évoque, c'est aussi évidemment une invitation que fait le pape très fortement à ce que les populations, et y compris les plus vulnérables, ceux qui ont tendance à être mis hors des délibérations qui ensuite permettent de définir un certain nombre de stratégies, d'entreprises ou autres, comment faire pour que ces personnes, pour que tous puissent avoir voix au chapitre. Et d'où la dénonciation d'une logique de marché qui peut prendre le pas sur une invitation, sur l'idéal démocratique et la participation, la représentation des citoyens dans les décisions qui les concernent. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, le paysage politique nous montre bien comment il y a un vrai déficit démocratique au sens de participation de tous et du sentiment de tous de pouvoir être représentés dans les gouvernements, dans les politiques publiques et dans le projet de société. Alors le pape, il va là aussi assez fort. Le pape, alors au numéro 179, il dit que si les citoyens ne contrôlent pas le pouvoir politique, national, régional et municipal, un contrôle des dommages sur l'environnement n'est pas possible non plus. Ouais, le pape est le dit à plusieurs reprises, qu'il y a quand même un réalisme par rapport à la réalité des rapports de force à l'échelle de la planète et dans les sociétés aujourd'hui, qui invite les citoyens à jouer leur rôle, à se mobiliser. Alors, je pense que le pape promeut la non-violence active, mais justement une organisation collective qui permette à l'ensemble de populations concernées par des activités, notamment des activités économiques, d'avoir une voix et de ne pas être simplement consulté pour la forme, comme ça se fait quand même très largement aujourd'hui, quand les entreprises font des études d'impact social et environnemental ex ante, c'est-à-dire avant le démarrage des activités, mais c'est parfois juste une case qu'on coche pour avoir les fonds, pour les investisseurs financiers, et c'est pas tellement sûr que les populations soient vraiment complètement partie prenante des délibérations. Le pape d'ailleurs souligne que ça ne veut pas dire que forcément il faille pour autant renoncer à un projet industriel, mais il souligne que ça pourrait sans doute favoriser des transformations de la manière de concevoir ces projets. Voilà, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est de dire si on met les populations beaucoup plus dans la boucle,
peut dire, eh bien peut-être qu'on arrivera à d'autres choix collectifs qui créent des emplois, mais créent des emplois aussi autrement et qui permettent de partager la richesse autrement. Alors du coup, j'en arrive au troisième point, qui est la question de la création